Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait beaucoup réagir, les revenus passifs. Pour certains, c'est impossible d'en vivre, pour d'autres, c'est de l'argent facile qui rentre sans effort. Bref, il y a beaucoup de mythes à démonter dans cette vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous présenter en détail 5 revenus passifs liés à des investissements que j'ai mis en place pour certains ou que je compte lancer pour d'autres. Pour chacun d'entre eux, l'objectif c'est que je vous donne mon avis, que je vous dise ce que j'en pense. Est-ce que ça me semble réaliste ou pas de pouvoir en vivre, même partiellement? Donc là, vous l'avez compris, on va uniquement parler d'investissements qui sont source de revenus passifs, mais dans une deuxième partie, on va plutôt se focaliser sur tout ce qui va être activité. Dans tous les cas, pour que ces revenus deviennent de bons leviers de création de richesse et qu'ils ne soient pas que des miettes de pain, il faut déjà bien les comprendre pour ensuite mettre en place une réelle stratégie. Parce qu'avant de récolter les fruits, on est bien d'accord qu'il faut qu'on plante l'arbre. Donc j'ai fait mes petites recherches sur le sujet et je vais vous donner pour chacun une idée du rendement potentiel qu'il est possible d'avoir et je vais même vous dire ce qu'ils m'ont rapporté pour certains. D'ailleurs en commentaire, n'hésitez pas à partager votre expérience et à me dire ce qui a fonctionné pour vous. Le but de mes vidéos, vous le savez, c'est pas de vendre du rêve, mais c'est de partager une expérience et un vécu. Comme toujours, je rappelle que cette vidéo est simplement un but éducatif, informatif et qu'elle ne constitue pas du conseil financier professionnel et que tout investissement comporte des risques, y compris celui de perte en capital. Posons déjà les bases pour bien comprendre de quoi on parle. Une définition que j'aime bien utiliser pour définir un revenu passif est la suivante. C'est un revenu qui est généré avec très peu ou pas du tout d'intervention de notre part au moment où il est versé, parce qu'il est décorrélé de l'actif qui en est à l'origine. Et donc le but de ça, c'est que mon argent produise de l'argent quand je mange, quand je dors, quand je travaille, quand je fais autre chose. Et le gros avantage d'en mettre en place, c'est qu'on peut en cumuler plusieurs qui viennent s'ajouter à notre revenu principal et donc du coup le faire grossir. Et c'est exactement ce que j'essaye de faire personnellement. Je cumule des revenus et des activités pour petit à petit réduire ma dépendance à une seule source de revenus. Et contrairement à un revenu classique, les revenus passifs n'ont pas réellement de plafond. Parce qu'on est bien d'accord que le revenu que vous gagnez en allant travailler est largement dépendant du travail que vous fournissez et des heures que vous passez au travail. Et donc en fonction du métier que vous faites, il y a un plafond. Par contre ici, la seule limite qu'on a par rapport à un revenu passif qui est lié à un investissement, c'est le capital qu'on est prêt à mettre. Mais tout ça pour vous dire que le potentiel de croissance est vraiment énorme. Par contre, je précise que actuellement je ne vis pas intégralement de revenus passifs. On est bien d'accord, je suis encore largement dépendante de mon travail principal, en l'occurrence qui est la création de contenu sur les réseaux. Ce qu'il faut bien comprendre, et c'est vraiment là-dessus que j'ai envie d'insister, c'est qu'un revenu passif se compose de deux phases. On a une phase active qui est la mise en place de ce revenu, et une phase passive qui va générer les revenus ensuite. Donc déjà c'est clairement un mythe de penser que ça ne demande aucun travail. Soit ça va demander un investissement en capital, c'est ce que je vous disais depuis le début, soit ça va demander un investissement en effort, et là on s'apparente du coup au travail par exemple que vous faites tous les jours. Et donc dans cette partie 1, on va uniquement se focaliser sur les investissements qui demandent un capital de départ. Donc on va surtout parler de produits financiers et d'immobilier. Et en fonction des produits, ça c'est aussi quelque chose que je vous dis souvent, la prise de risque ne sera pas la même et donc les rendements potentiels ne seront pas les mêmes. Et vous allez voir que, à mon avis, certains sont plus intéressants que d'autres, en tout cas pour générer des revenus passifs. Je le dis une fois, mais ça sera valable pour tous, à chaque revenu passif qui rentre, il y a une fiscalité associée, évidemment, sinon ce serait trop beau. Mais la fiscalité, très sincèrement, elle va dépendre de plein de paramètres qui sont liés directement à votre situation personnelle, donc j'ai préféré ne pas en parler dans cette vidéo pour simplifier, mais gardez en tête qu'elle existe. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. On commence avec la première catégorie de revenus passifs, les dividendes. Et vous en avez peut-être déjà entendu parler parce que c'est quand même assez connu, mais je vais revenir sur les bases pour expliquer exactement ce que c'est et ensuite je vous donnerai mon avis. Quand on achète une action en bourse, par exemple sur un compte titre ordinaire ou sur un PEA, on devient en quelque sorte propriétaire d'une partie de l'entreprise. Par exemple, si demain j'achète une action Coca-Cola, je deviendrai propriétaire d'une petite partie de Coca-Cola. Oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Et si l'entreprise réalise des bénéfices, elle peut choisir d'en redistribuer une partie aux actionnaires proportionnellement aux parts qu'ils détiennent. Et c'est ça qu'on appelle un dividende. Et généralement, il faut savoir qu'ils sont versés de façon annuelle ou trimestrielle. Les dividendes permettent aux investisseurs de se créer une rente régulière sans avoir à revendre les actions qu'ils détiennent. Donc ça peut être une bonne stratégie si par exemple vous avez besoin de revenus passifs mais que vous ne voulez pas revendre les actions parce que vous croyez en leur potentiel de croissance à long terme. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les entreprises n'en reversent pas. Et c'est là-dessus que j'aimerais insister, mais un dividende n'est pas un bonus. Parce que quand une entreprise reverse un dividende, sa valeur en bourse diminue en conséquence. Tandis que si elle conserve ses bénéfices, alors souvent ce qui va se passer, c'est qu'elle va les réinvestir dans sa croissance pour ses propres projets, et l'objectif derrière, c'est d'espérer augmenter sa valeur future. Ce que j'aimerais que vous reteniez ici, c'est qu'avec des dividendes, un investisseur va recevoir une partie de ses gains au fil du temps, et sans dividendes, tout le rendement repose sur le moment de la revente. Mais ce qui enrichit réellement l'actionnaire, c'est bien la performance globale de l'entreprise, on est bien d'accord, c'est pas juste les dividendes. Maintenant, nous, en tant qu'investisseurs, on peut avoir plusieurs stratégies face aux actions. Si on veut accumuler du capital pour plus tard, pour d'autres projets, alors on préfère
préférera les réinvestir. Mais si à l'inverse on cherche plutôt des compléments de revenus, que ce soit pour financer notre mode de vie actuel ou pour une retraite, alors là les dividendes pourront servir ce but-là. Et pour info, les entreprises qui reversent généralement le plus de dividendes sont souvent des entreprises de grande taille, assez matures, qui sont bien établies dans un secteur spécifique, comme par exemple l'énergie, les assurances, la communication, etc. Et cette logique de dividende se retrouve aussi sur les ETF. Par contre, bien évidemment qu'un dividende n'est pas un revenu garanti. On s'expose au marché et qui dit marché boursier dit incertitude. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on ne choisit jamais ses actifs au hasard, mais bien parce qu'on a fait nos recherches et qu'on croit en leur potentiel de croissance, que ce soit à court, moyen ou long terme d'ailleurs. Maintenant, laissez-moi vous dire ce que j'en pense. J'ai personnellement investi dans une dizaine d'actions avec des montants qui varient entre 50 et 1000 euros, donc on est quand même sur des montants assez faibles. J'ai choisi par exemple Nvidia, Alphabet, TSMC ou encore LVMH. Et pour tout vous dire en termes de dividendes ce que ça représente, ces actions me rapportent en moyenne 15 euros par an, donc c'est clairement pas avec ça qu'on va payer les factures. Mais au final, quand on y réfléchit, c'est assez logique compte tenu du faible montant qui a été investi et du fait que j'ai choisi des entreprises qui préfèrent réinvestir dans leur croissance et qui n'ont pas vraiment une logique de dividende, mis à part peut-être LVMH. Donc là par exemple en 2025, j'ai vu que LVMH avait reversé 13 euros par action et une action valait environ 495 euros. Donc on est sur un rendement de 2,6% sans tenir compte de la fluctuation du prix de l'action, on est bien d'accord. Sachant qu'après derrière il y a la fiscalité, donc si vous voulez mon avis, c'est pas l'investissement du siècle. Je pense très sincèrement que c'est extrêmement difficile de vivre de dividendes, tout simplement parce que ça demande généralement d'avoir un gros capital investi pour espérer avoir de gros dividendes. Sans parler du fait qu'il faut aussi avoir une bonne maîtrise des marchés financiers pour pouvoir acheter les bonnes actions. Et très sincèrement, je pense que la majorité d'entre nous n'avons pas suffisamment de capital investi dans des actions à dividendes pour que ce soit suffisamment intéressant. Maintenant, on va passer à une deuxième catégorie de revenus passifs qui peut pour le coup s'avérer un peu plus lucrative et être une bonne diversification pour un portefeuille. Et il s'agit du crowdlending. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont déjà entendu parler du crowdlending? Pour faire simple, c'est une forme de financement participatif qui repose sur des prêts. Concrètement, si par exemple une entreprise souhaite réunir des fonds pour un projet spécifique, alors elle pourra à ce moment-là demander un prêt, mais non pas auprès d'une banque traditionnelle, mais auprès d'investisseurs. Et évidemment que cette entreprise sera tenue de le rembourser selon le calendrier fixé et avec des intérêts. Donc ici, en quelque sorte, on joue le rôle de la banque. C'est-à-dire qu'en tant que particulier, on va rejoindre d'autres particuliers, donc se réunir et investir des petites briques ensemble pour qu'une entreprise obtienne un financement conséquent. Et pour que ce soit plus simple de s'y retrouver, le crowdlending est organisé par des plateformes qui sont spécialisées, agréées, réglementées. D'ailleurs, il y a une plateforme en particulier dont je voulais vous parler si vous voulez investir dans des prêts, et il s'agit de Mintos, qui est aussi le sponsor de cette vidéo. Mintos, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme qui est très réputée dans le crowdlending aux particuliers et petites entreprises. Ils ont quand même plus de 700 000 utilisateurs et 800 millions d'euros d'actifs sous gestion. Ils travaillent avec un grand réseau de sociétés de prêts présents dans plus de 30 pays dans le monde et ils proposent une vaste sélection de prêts, que ce soit automobiles, agricoles ou aux entreprises. C'est une plateforme qui est régulée par l'Union européenne et sachez qu'il est possible d'investir des 50 euros, donc c'est quand même très accessible. Concrètement, comment ça marche? Vous investissez en aidant à financer des prêts via la plateforme. Les emprunteurs de leur côté vont rembourser les sociétés de crédit avec des intérêts. Ces sociétés reversent ensuite les fonds à Mintos qui redistribue à son tour l'argent aux investisseurs. Ensuite, votre capital initial vous est restitué selon le calendrier prévu. Donc ça peut vraiment offrir des performances intéressantes. Typiquement en ce moment, ils ont un taux d'intérêt annuel moyen d'environ 10%. Voici maintenant comment se présente l'interface. Il vous suffit simplement de créer un compte et de sélectionner la stratégie d'investissement qui vous intéresse. Le Core Loans étant la façon la plus simple et rapide de démarrer si vous ne voulez pas y passer trop de temps. Car ce qui se passe, c'est que la plateforme s'occupe de tout. Vous répondez à quelques questions et vous obtenez un portefeuille automatisé adapté à vos critères qui diversifie automatiquement vos investissements dans plusieurs prêts. Vous pouvez soit recevoir les intérêts qui se versent quotidiennement, soit les réinvestir en continu pour profiter du mécanisme des intérêts composés. Un peu finalement comme le ferait un ETF capitalisant avec les dividendes. Et si vous voulez choisir vous-même vos prêts et gérer vos investissements, bah évidemment c'est possible aussi. Donc si Mintos vous intéresse, que ce soit pour diversifier vos investissements ou pour vous générer des revenus passifs, vous trouverez toutes les informations en description avec le lien et un bonus pour commencer à investir. À titre d'information, sachez que la plateforme propose aussi d'autres investissements en ETF, en immobilier, en obligations et une solution Smart Cash pour faire fructifier vos liquidités en obtenant jusqu'à 2% d'intérêt dessus. Bref, je trouve très sincèrement que la plateforme est très bien faite et c'est typiquement le genre d'investissement que je souhaiterais développer prochainement, à la fois pour me diversifier et viser des produits qui soient potentiellement plus performants. Évidemment, gardez en tête que cet investissement comporte une prise de risque de perte en capital, donc comme toujours, je vous invite à bien vous renseigner de votre côté. Donc dans les faits, on l'a vu, le crowdlending peut s'avérer être une bonne façon d'investir pour générer des revenus passifs avec des rendements pouvant aller jusqu'à 10% par an. Il faut savoir qu'en moyenne, les prêts dans le crowdlending ont une durée de 2 à
à 3 ans, mais le gros avantage selon moi, c'est que c'est décorrélé du marché boursier et donc je pense que c'est une bonne diversification pour un portefeuille. Mais évidemment, c'est pas sans risque, c'est ce que je vous disais, et le risque dépend principalement de la solidité financière des entreprises auxquelles vous allez accorder un prêt. En tout cas, je serais curieuse de savoir ce que vous pensez de ce placement en commentaire. Est-ce que certains ont déjà testé le crowdlending et si oui, quel est votre retour là-dessus? En tout cas, j'ai l'impression que c'est un placement qui est légèrement plus pertinent pour générer des revenus passifs que les dividendes. Dans le sens où ça me paraît un peu plus facile, plus réaliste, mais j'irai pas non plus jusqu'à croire qu'on peut totalement vivre du crowdlending. On passe maintenant à une autre catégorie d'investissement pour générer des revenus passifs, les obligations. Je pense là encore que c'est très important qu'on revienne sur la définition. Quand on investit dans une obligation, ce qui se passe, c'est qu'on prête de l'argent à une entreprise ou à un État en échange d'intérêts réguliers qui sont appelés des coupons et du remboursement de cette somme à échéance. Une obligation est donc une dette qui s'échange sur les marchés sous la forme d'un titre, un peu comme une action, mais contrairement aux actions, ce titre a une échéance et le remboursement de la dette met fin à l'obligation. Bon, dans l'idée, ça s'apparente quand même pas mal au crowdlending, mais je vous mets quand même un tableau qui récapitule les différences entre les deux, parce que vous allez voir qu'il y en a quand même pas mal. Alors bien sûr, ce tableau-là repose uniquement sur mon analyse, mais j'ai l'impression que le niveau de risque est quand même beaucoup plus élevé pour le crowdlending que pour les obligations, et donc les rendements potentiels aussi, parce qu'en fait, assez logiquement, plus un investissement est risqué, et plus il devrait offrir un rendement intéressant. Même si, attention, c'est pas systématiquement le cas, et il y a des contre-exemples de ça. En tout cas, les obligations sont souvent considérées comme une bonne diversification à un portefeuille, car elles sont connues pour être plus stables que les actions, et surtout corrélées négativement à celles-ci. C'est-à-dire qu'avoir à la fois des actions et des obligations dans un portefeuille, ça permet en général d'équilibrer la balance, et surtout en cas de crise financière. En tout cas, c'est ce que l'histoire nous montre. Plus on prend de l'âge, et plus la part d'obligations dans notre portefeuille est censée augmenter, et ce notamment en cas de baisse des marchés, parce que imaginez que quelque chose comme ça survient juste au moment où vous voulez retirer, bah alors là vous serez embêté si vous avez uniquement des actions et que tout chute. Donc avoir un petit peu plus d'obligations plus on se rapproche de la retraite, ça permet d'avoir un peu plus de stabilité. Et pour en acheter du coup en tant que particulier, vous vous en doutez, on passe pas directement par les États ou par les entreprises. La façon la plus simple de faire dans la majorité des cas, c'est d'en acheter via un compte titre ordinaire, un broker en ligne ou une banque. Bref, il y a quand même pas mal de choses à dire sur les obligations parce qu'il en existe de plusieurs types. Il est possible d'en acheter sur le marché primaire, le marché secondaire, mais j'ai pas non plus envie de trop rentrer dans les détails maintenant. Si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, par contre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à liker la vidéo si vous aimez mon travail, c'est hyper important pour la chaîne. Merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Sinon, qu'est-ce que j'en pense? Ben disons que je suis assez mitigée parce que les rendements sont quand même pas dingues. Pour générer des revenus passifs qui soient vraiment intéressants, ça veut dire qu'il faut quand même beaucoup de capital investi. Donc évidemment que c'est possible, tout est possible, mais j'ai quand même l'impression que c'est beaucoup moins facile de générer des revenus passifs avec des obligations que par exemple avec du crowdlending. Maintenant, on va passer à l'avant-dernière catégorie dont je voulais vous parler et qui est cette fois-ci liée à de l'immobilier, puisqu'on va parler de la location. Quand on pense revenus passifs via des investissements, j'ai l'impression que c'est assez commun de penser à la location, et en particulier à la location longue durée, que ce soit en meublé ou en non meublé. On achète un appartement en nom propre et on le met en location. Et personnellement, quand je fais de l'immobilier, je vise un rendement brut qui est compris entre 8 et 10% minimum par an. Mais quand on est dans une logique de revenus passifs réguliers, on cherche plutôt du cash flow positif, et pour pas que ce ne soit que des miettes, justement, il faut veiller à ce que le rendement soit suffisamment important. Et très clairement, ce type de rendement, on l'obtient plus facilement avec des immeubles de rapport, parce qu'on mutualise les frais et donc on réduit les coûts. En tout cas, vous connaissez mon avis assez positif sur l'immobilier parce que je vous en parle souvent. Je trouve ça très stimulant, autant d'un point de vue social, humain, que d'un point de vue business, investissement. J'ai déjà acheté un appartement que je loue et qui me rapporte 7200 € par an, plus une économie d'impôt de 1080 €, ce qui nous fait un rendement brut de 9,4% par rapport au prix d'achat. Et si vous voulez le détail complet, je vous renvoie à cette vidéo juste ici. En tout cas, j'ai plein de projets à venir par rapport à l'immobilier, donc j'ai super hâte de vous en parler, mais je vous en parlerai en temps voulu. Mais en France, sachez qu'il y a plein d'autres manières de faire de l'immobilier locatif, et voici un tableau récapitulatif de tout ce qu'on peut mettre en place. Donc ça va du LMNP jusqu'à la parcelle agricole, au local commercial, au car wash, etc. Je vous ai mis plusieurs paramètres comme par exemple le rendement estimé selon moi, la stabilité des revenus générés, le capital de départ qui est souvent recommandé, le niveau de gestion, etc. Et je trouve que ça permet quand même d'avoir une belle vue d'ensemble. D'ailleurs, je vous mettrai ce tableur et tous les autres que je vous ai présentés en libre téléchargement dans la description. Donc si vous voulez aller regarder ça tranquillement, surtout n'hésitez pas.
pas. Tout ça pour vous dire que c'est tout à fait possible de considérer l'immobilier locatif au sens très large, parce que je trouve qu'on oublie trop souvent que c'est possible de louer plein de choses en réalité, parce que tant qu'il y a de la demande, il y a une offre qui est possible. D'ailleurs, par rapport à ça, ceux qui ont déjà investi dans des laveries, des car wash ou des locaux commerciaux, je serais hyper preneuse d'avoir vos retours en commentaire, donc n'hésitez pas à partager votre expérience. Par contre, une chose essentielle, et là je me rends compte que j'ai presque failli oublier de le dire, c'est que les investissements immobiliers locatifs ne sont jamais passifs à 100%, on est bien d'accord. À moins d'absolument tout déléguer à une société, mais auquel cas c'est encore plus difficile de générer des revenus passifs, parce que dans ces cas-là, si on veut avoir du cash flow positif après avoir payé toutes ces charges, ça me semble quand même assez compliqué. Donc on est quand même pas du tout sur le même degré de passivité, par exemple, que les dividendes. D'ailleurs, ça c'est hyper important de le souligner, parce que des fois, on peut se dire, moi je vais me lancer dans l'immobilier locatif et je vais absolument tout déléguer. On se dit que ça va pas demander tant d'efforts que ça, et puis finalement on se retrouve avec un bien qui est hyper problématique, parce que ça peut arriver avec par exemple des locataires qui refusent de payer, des choses qui se cassent dans l'appartement, des travaux réguliers à prévoir. En fait, on a beaucoup moins de contrôle dans l'immobilier locatif que par exemple quand on investit en bourse, et donc c'est pour ça que je pense quand même qu'il faut être un minimum passionné pour se lancer dans l'immobilier locatif. En tout cas, c'est vraiment un mythe de penser qu'on peut générer des revenus passifs sans effort grâce à l'immobilier, je pense. Par contre, je pense aussi que c'est tout à fait possible d'y parvenir, notamment si toutes les étoiles s'alignent. Je connais des profils, et je pense que vous en connaissez sûrement aussi, de personnes qui ne vivent uniquement que de revenus passifs liés à l'immobilier. Et ce, après avoir réalisé quelques belles opérations et avoir forcément mis un petit peu d'effort en amont. Mais une autre différence qui est cette fois-ci positive par rapport aux investissements financiers, c'est au niveau du capital initial. Parce qu'en immobilier, en fonction des projets, il n'est pas forcément nécessaire de fournir un gros capital de départ, parce qu'on peut faire jouer l'effet de levier bancaire grâce au crédit. Et c'est là, à mon sens, que se trouve la vraie force de l'immobilier. Alors évidemment, plus on apporte et plus le cash flow sera important, mais moins le rendement le sera. Et j'en profite pour aborder ce sujet-là parce que je l'ai pas encore traité, mais le cash flow positif tout seul ne veut rien dire en fait par rapport à la qualité d'un investissement. Il faut absolument connaître tous les chiffres. Bon, heureusement, je vous rassure, il est tout à fait possible de trouver des affaires qui soient rentables, c'est-à-dire de mettre le minimum d'apport possible et d'avoir un cash flow qui soit hyper intéressant. Donc voilà, mon avis par rapport à tout ça, c'est quand même positif. Je pense qu'on peut faire de très très belles opérations avec de l'immobilier locatif pour générer des revenus passifs, mais c'est quand même pas automatique et ça demande quand même un peu plus d'efforts que les autres. On passe maintenant à la dernière catégorie d'investissement dont je voulais vous parler et qui est aussi liée à l'immobilier, puisqu'il s'agit des SCPI. Là, on s'adresse surtout aux personnes qui sont convaincues du potentiel de l'immobilier à long terme, mais qui n'ont pas vraiment envie de gérer quoi que ce soit elles-mêmes. Peut-être d'ailleurs que vous vous reconnaîtrez là-dedans, parce que je pense qu'investir dans des SCPI peut être une très bonne solution pour se créer des entrées d'argent régulières, avec pratiquement le même degré de passivité que pour les dividendes, mais cette fois-ci dans l'immobilier. Le principe est simple, une société de gestion collecte les fonds de plusieurs investisseurs pour acheter des biens immobiliers. Des bureaux, des commerces, des entrepôts, des hôtels, des logements, etc. Et ce, que ce soit en France ou à l'étranger. On est donc sur un placement avec une grande diversité, que ce soit sectorielle ou géographique. Et pourquoi alors ce serait intéressant en termes de revenus passifs? Eh bien parce qu'en devenant copropriétaire d'une fraction de ce patrimoine, on perçoit une partie des loyers générés sous la forme de revenus qui sont versés en général tous les trimestres. Juste pour vous donner quand même une idée, historiquement, les SCPI de rendement ont généré un rendement de 4 à 7% en moyenne annuelle, même si on est bien d'accord que ces performances varient largement en fonction de la SCPI choisie et des investissements qu'elle réalise. En tout cas, quand même, le gros avantage des SCPI par rapport à l'immobilier classique, c'est qu'en général, le ticket d'entrée est bien plus faible, et en plus de ça, c'est aussi tout à fait possible d'investir dans des SCPI à crédit si ça vous intéresse, et dans ce cas, vous pouvez faire jouer l'effet de levier bancaire. Donc sur le papier, à mon sens, c'est un très bon placement. On peut investir dans des SCPI sur des plateformes dédiées, donc la difficulté, ça va être plutôt de trouver les bonnes SCPI. En tout cas, je pense qu'on peut facilement se générer des revenus complémentaires avec ça, mais attention, pas forcément dans l'immédiat. Et surtout, si vous investissez à crédit, j'ai envie de vous dire que c'est assez difficile d'obtenir des revenus passifs immédiatement. Je pense que si on met en place ce genre de placement, c'est plus dans une vision long terme, en se disant que ça nous fera un bon complément pour notre retraite plus tard. On met des choses en place aujourd'hui pour en bénéficier dans les années à venir. Bon, personnellement, j'ai pas encore testé, donc c'est sûr que c'est plus difficile pour moi de vous donner mon avis, mais ça fait aussi partie de mes projets, et notamment les SCPI qui investissent à l'étranger, parce que certains pays ont une fiscalité qui est plus avantageuse que la fiscalité française, mais là, je vous avoue que ce qui me fait peur, c'est plutôt au niveau des déclarations d'impôts. En fait, j'ai peur que ça devienne un peu trop compliqué à remplir avec ce genre de produits qui investissent partout dans le monde, parce qu'il faudra déclarer la provenance des revenus, et je me dis que ça peut vite devenir fastidieux quand même, surtout si on n'a pas de comptable qui s'en occupe. Donc voilà, je pense que les SCPI peuvent
être un bon levier pour générer des revenus passifs, à condition de choisir les bonnes, de se former un minimum en amont, mais comme pour tous les autres, je serai preneuse de vos retours. Écoutez, voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était un concept un petit peu différent de d'habitude, mais j'avais aussi envie de vous présenter ces investissements, parce qu'on parle souvent des ETF classiques capitalisants, mais je me dis qu'il y a quand même plein d'autres façons d'investir et de diversifier son portefeuille. Alors c'est pas forcément les plus simples, c'est pas forcément nécessaire, on est bien d'accord, mais en tout cas je me dis que c'est quand même intéressant pour vous d'avoir la connaissance. La conclusion de tout ça à retenir, c'est que c'est tout à fait possible de générer des revenus grâce à des investissements, mais comme toujours en investissement, la vraie question à se poser, c'est est-ce que je ferais mieux d'investir cette somme d'argent dans ce placement ou dans un autre? Mais au-delà du rendement, il y a aussi évidemment nos convictions personnelles qui entrent en jeu et notre volonté de diversifier notre portefeuille ou non, parce que c'est sûr qu'on peut rester sur des choses qui sont très simples si on le veut. Et ça va aussi dépendre de la prise de risque qu'on est prêt à prendre et de nos objectifs. En tout cas, j'attends vos retours en commentaire. Il y aura une partie 2 sur les activités cette fois-ci qui peuvent être génératrices de revenus passifs. Donc là, cette fois-ci, on va plutôt parler de tout ce qu'on peut mettre en place avec nos efforts pour récolter des revenus passifs. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager, à écrire vos retours en commentaire, c'est hyper important vraiment. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.